Bonjour à tous les amis, salam, je suis très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai troqué ma casquette contre ce foulard. Eh bien c'est tout simplement pour respecter une des règles de la loi islamique, car nous allons visiter ensemble l'ancienne Perse, l'Iran. Alors je suis vraiment ravie de faire ce voyage avec vous parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de visiter l'Iran et je ne suis pas la seule, car depuis un peu plus d'un an on dénombre plus de 35% de visiteurs européens en plus. Alors comme d'habitude dans nos échappées belles, nous allons partir à la rencontre de la population locale. Mais je me suis dit que pour commencer, il fallait frapper fort. Alors bienvenue à Persépolis. Découvrir l'Iran, c'est comme admirer un tableau de maître. On se sent toute petite. On y découvre une palette de couleurs infinie. C'est vraiment la couleur de mon voyage, ce bleu. On l'appelle aussi la mosquée rose. Je m'entraîne à 1 heure de Téhéran, car nous avons des montagnes de 4000 mètres d'altitude. Top là. Des beautés et des talents insoupçonnés. L'architecture est vraiment magnifique, plus belle encore que ce que j'imaginais. Cette technique artisanale remonte à plus de 1400 ans. C'est très très beau. Oui, c'est comme la poésie. Les jardins font partie de notre quotidien. On aime y retrouver la vie, le calme, les couleurs et l'amour. Pour faire un tapis de très bonne qualité, il faut que tout soit exécuté à la perfection. Même si c'est souvent une question de goût. C'est l'effet cache. Ah, le bizarre. Sophie tombe sous le charme. C'est un véritable palais chez toi. Un Iran qui aime se dévoiler et qui va vous surprendre. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de présenter l'Iran sous son vrai visage. C'est vraiment un privilège d'être ici, presque tout seul, au milieu de ce site absolument grandiose. Quelle histoire nous raconte Persépolis ? Le site a été bâti au VIe siècle avant Jésus-Christ par les rois de la dynastie Achéménide, qui a dominé le monde pendant 200 ans jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand. Aujourd'hui, Persépolis est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Je sais que c'est un endroit que tu aimes particulièrement et que tu aimes faire découvrir comme aujourd'hui avec moi. Tu sais, à la base, je suis prof de maths. Mais je suis tellement fier de faire partie de cette histoire que j'ai voulu la partager avec les touristes. C'est un honneur pour moi de te faire découvrir les trésors de ma région. Et puisque nous sommes tout près de ma ville, Shiraz, je vais t'y emmener tout de suite. Dis-moi, il y a un petit problème là avec la tour de la citadelle. Elle est un peu penchée, hein ? Oui, il y a la tour de Pise et la tour de Pise de Shiraz. C'est ça. C'est la tour de Pise de Shiraz, t'as raison. Au XVIIIe siècle, Shiraz a été la capitale de l'Iran. Le roi Zand vivait d'ailleurs dans cette forteresse. Aujourd'hui, c'est la capitale des arts et de la culture. Que ce soit la littérature, la poésie, la peinture ou l'architecture, tout ce qui constitue la culture iranienne est ici. Salut toi. Il est joli ce bazar, il y a une belle ambiance. Toujours beaucoup de couleurs, très vivant. Salam. Salam, Hassana aussi. Là, on est dans l'esprit vraiment du tapis persan. Non, ce n'est pas un tapis persan typique. C'est le genre de tapis qu'on tisse dans les tribunes nomades.
Par contre, celui-ci est un vrai tapis persan. On le reconnaît bien avec ses motifs floraux et la rosace au centre. Ce sont des motifs qui représentent le jardin iranien. Oh, ça sent bon là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Ça, c'est 16 € le kilo. Ce sont juste des petites figues séchées. Et là, à côté, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle du kashk. C'est du petit lait séché. C'est très salé, mais tu peux goûter si tu veux. J'aurais dû manger la figue, moi, plutôt. C'est l'effet kashk. Je vais garder la figue pour faire passer le goût. D'accord. C'est un jour nouveau qui se lève sur l'Iran. Après avoir vécu 10 ans coupé du monde occidental et sous le coup de sanctions économiques, le pays des mollahs est redevenu fréquentable depuis l'élection d'un président réformateur. Le premier changement notable, c'est l'ouverture au tourisme, qui est vécu ici comme une petite révolution. Longtemps inaccessibles, les monuments de la Perse antique s'offrent désormais aux touristes européens curieux de découvrir ce pays mystérieux. Les couleurs représentent le jaune du désert et le bleu du ciel. Et les inscriptions sont des paroles sacrées caractéristiques de l'islam chiite. C'est incroyable. C'est vraiment très beau. L'architecture est vraiment magnifique. Plus belle encore que ce que j'imaginais. Les gens étaient surpris qu'on veuille faire ce voyage. Mais c'est un pays sûr. Les gens sont sympas, les infrastructures sont bonnes. Je conseille à tout le monde de venir voir par soi-même. Chers amis français, venez en Iran. Nous vous attendons à bras ouverts. Ces longues années d'isolement ont mis à mal certains vestiges architecturaux laissés à l'abandon. Mais le tourisme pourrait permettre de sauver une partie du patrimoine iranien. En plein désert, sur l'ancienne route de la soie, ce vieux caravansérail vient justement de bénéficier d'une rénovation complète pour être transformé en hôtel. Tous les murs sont d'époque, mais nous avons refait les jointures. Et par endroits, certaines pierres neuves ont été ajoutées, comme ici. Mais toute la structure est d'époque. Il a fallu faire travailler 60 personnes pendant 2 mois pour réhabiliter le caravansérail. Cet entrepreneur a financé lui-même la rénovation, misant sur le boom du tourisme qui devrait atteindre 5 millions de visiteurs par an. Ce soir, c'est un groupe de randonneurs italiens qui est venu passer la nuit. Bienvenue dans ce caravansérail vieux de 435 ans qui servait de halte pour les caravanes qui voyageaient sur la route de la soie. Salute. Pour nous, c'est l'occasion de se plonger dans l'histoire du pays et de découvrir le fabuleux patrimoine antique de l'Iran. À Téhéran, la capitale du pays, ces 2 jeunes Allemands ont choisi eux aussi de découvrir l'Iran, mais en voyageant de manière différente. Regarde, il y a le nom de la rue, c'est la bonne? Attends, je vais vérifier. Valérie et Lucas sont étudiants. Et comme leur budget est un peu serré, ils se sont inscrits sur un site internet qui va leur permettre de loger gratuitement chez l'habitant. Là, on doit retrouver un Iranien qui va nous héberger. On va rester chez lui quelques nuits, puis on partira pour une autre ville, dans le sud. On s'est dit qu'une bonne façon de voyager, ça serait de loger directement chez l'habitant. Comme ça, il pourra lui-même nous faire découvrir son pays.
Ah, on t'a trouvé, enfin. Comment ça va? Soyez les bienvenus. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Bienvenue chez moi. On y va? Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec Sohei, un jeune ingénieur qui héberge régulièrement des touristes dans son appartement. Bienvenue. Entrez et faites comme chez vous. Comme lui, ils sont environ 15 000, rien qu'à Téhéran, à ouvrir ainsi leurs portes aux étrangers. Une pratique officiellement interdite, mais sur laquelle les autorités ferment les yeux. Nous avons ouvert le pays aux touristes étrangers, surtout aux Européens qui peuvent avoir un visa facilement maintenant. Mais pour nous, ça reste compliqué d'obtenir un visa pour l'Europe, surtout depuis la crise des réfugiés. C'est très difficile pour les Iraniens de venir en Europe. Les gens ont encore pas mal de préjugés sur les Iraniens et sur leur religion. Mais je crois que si on les rencontre chez eux, en face à face, on arrive mieux à comprendre leur point de vue. Nous avons beaucoup plus de jeunes maintenant qui viennent en Iran et entre jeunes, on peut facilement discuter, on s'assoit, on échange nos idées. Il y a plein de belles choses qui se passent dans ces petites rencontres. Ça peut aussi déboucher sur une grande amitié. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de présenter l'Iran sous son vrai visage. L'ouverture au tourisme est une chance pour l'économie. C'est aussi l'occasion pour la jeunesse iranienne de donner une autre image de son pays. Sophie, voilà ton hôtel si tu veux poser tes affaires. D'accord. Oh, c'est joli. Avec l'oranger, la fontaine. Ta chambre se trouve là-haut. Je le réajuste un petit peu ce foulard. Je suis pas au point encore. Ici, à Shiraz, il y a une tradition. Tu vois ces oiseaux? Ils vont te conseiller pour l'avenir. Donc c'est le petit oiseau qui va choisir une carte pour moi. Parfait. Ah, alors là, je vais avoir besoin de ton aide. Tu as dressé autour de toi un mur pour te protéger. N'hésite pas à le franchir. Ah ouais, mais non, mais je suis pas une personne isolée. Si récemment les étincelles de l'amour ont jailli dans ton cœur, sois prudente dans ton choix. Il faut que je fasse attention en amour, apparemment. Il faut que je fasse très attention. Bon, bah merci. Hein. Aïe! Ouh, que tu es beau, petit oiseau. C'est vraiment un bel endroit ici. Hein. Nous arrivons au tombeau du poète Hafez, un des plus grands poètes iraniens. Goethe le considérait même comme le plus grand de l'histoire. C'était un libre penseur qui n'hésitait pas à critiquer ses contemporains. Et dans quasiment tous les foyers d'Iran, il y a le Coran et le recueil des poèmes d'Hafez. Alors je trouve que c'est très émouvant, hein, parce qu'on voit là ces jeunes filles qui viennent avec un recueil de poèmes, lire des poèmes là, en se recueillant sur ce tombeau. Oui, les gens lui vouent un véritable culte et rendent hommage à sa poésie. On va prendre une photo tous les deux là, quand même, pour immortaliser aussi cette amitié franco-iranienne. Alors en Iran, il y a une vraie
passion pour les jardins. Oui, c'est comme la poésie. Les jardins font partie de notre quotidien. On aime y retrouver la vie, le calme, les couleurs et l'amour. L'amour? Précise-moi ça, de quoi tu parles exactement? Eh bien oui, par exemple, c'est au bout de cette allée que ma femme et moi avons échangé nos alliances. Est-ce que ça veut dire que tu as embrassé ta petite amie ici pour la première fois? Bon, cela dit, c'est peut-être pas trop autorisé non plus. Hein. C'est possible. Seuls ces arbres peuvent en témoigner. Nous vivons dans un pays aride et le jardin est notre manière de recréer un petit coin de paradis. Merci. Qu'est-ce que c'est? Du citron. C'est du faloudé. C'est du jus de citron sur des vermicelles d'amidon glacé. Ça, c'est bizarre. En fait, ça ressemble un peu à des nouilles chinoises pas très cuites, dans lesquelles on aurait mis du sorbet citron. Sophie, je voulais vraiment que tu vois la mosquée Nasir al-Mulk. C'est l'une des plus belles d'Iran et peut-être du monde. On entre directement dans la salle de prière. Oh, c'est magnifique. Là, on réalise l'importance de Shiraz dans le pays au fil des siècles, avec cette mosquée qui est superbe. C'est à la fois un lieu culturel et cultuel très important. Oui, elle a été construite à la fin du 19e siècle, sur ordre du prince Nasir al-Mulk. C'est une période où la société iranienne devenait plus religieuse et où les artistes iraniens ont mis leur art ancestral au service de la religion. On l'appelle aussi la mosquée rose, en raison des motifs roses sur les faïences du plafond. Quand on est arrivé tout à l'heure, c'était très très calme. Puis là, tout d'un coup, il y a plein de monde. Tout le monde parle très fort, tout le monde se prend en photo. Ça te surprend pas, ça te choque pas? C'est vrai que c'est avant tout un lieu de prière, mais nous pensons qu'il doit aussi avoir une valeur culturelle. C'est pour ça que les gens peuvent y venir en toute liberté. Bien sûr, au moment de la prière, cet endroit retrouve sa fonction religieuse et son silence. Mais avant et après la prière, même les fidèles parlent entre eux ici. C'est un lieu de partage et d'échange. Bon, c'est ici que nos routes se séparent, Mehdi. Merci beaucoup d'avoir été mon guide. J'étais ravie de commencer ce voyage avec toi. Merci pour ton accueil et ton sourire. Alors, écoute, je sais que ça ne se fait pas, mais on s'est serré la main pour se dire bonjour, on va se serrer la main pour se dire au revoir. Et Mamnounan, merci beaucoup. Ça a été un bonheur pour moi que tu viennes dans ma ville. J'espère que ça t'a plu et que la suite de ton voyage sera bonne. Merci, Mehdi. Les allées des bazars sont souvent encombrées par les fameux marchands de tapis. Le tapis persan est une activité ancestrale. Et la ville de Kashan est réputée pour en produire les plus beaux spécimens. Comme tous les matins, une cargaison de tapis s'apprête à s'envoler à destination des plus chics boutiques de Paris ou de New York.
Le tapis de Cachan est célèbre dans le monde entier. C'est la meilleure qualité en termes de tissage, de motifs ou même de couleurs. C'est un savoir-faire ancestral, vous ne pouvez pas trouver mieux. Le tapis de Cachan est très solide, car chaque fil est noué sur la trame, ce qui le rend plus résistant. Et chacun de ces tapis va durer 50 ans au minimum. À Cachan, la production des tapis est restée fidèle à une tradition d'excellence. Et elle se fait entièrement à la main comme autrefois. Dans de petits ateliers comme celui-ci, les tisserands, aux doigtés experts, tissent et nouent un à un les millions de fils de laine qui doivent composer le véritable tapis persan. En ce moment, on travaille sur un tapis de 9 mètres carrés. Et ça va nous prendre entre 4 et 5 mois pour le fabriquer. On travaille à 3 en même temps sur cet ouvrage. Pour nouer le fil de laine, j'attrape 2 fils de la trame en même temps. Et je fais le nœud comme ceci. Il faut bien respecter le schéma pour que chaque rangée de motifs soit exactement la même sur la trame. Sinon, ça pourrait déséquilibrer l'ensemble de la décoration. Pour faire un tapis de très bonne qualité, il faut que tout soit exécuté à la perfection. Le tissage doit être bien dense, chaque couleur bien respectée, à tous les niveaux, ce doit être parfait. La laine utilisée doit être également de tout premier choix. Au bazar de Cachan, on trouve donc des écheveaux de pure laine vierge, la seule qualité qui soit digne du tapis persan. Là, c'est de la laine de mouton iranien. Pour vérifier la bonne qualité du produit, on teste la douceur. On passe la main dessus et on voit tout de suite si c'est rêche. Plus douce est la laine, meilleure est la qualité. Tu as mis du pigment noir dans ce bain? Oui, j'en ai mis 300 grammes et je vais rajouter une demi-livre. Non, rajoute seulement 3 cuillères, pas plus. Ce teinturier est le plus réputé de la ville. C'est lui qui fournit les ateliers de tissage avec une laine qui est colorée selon un procédé ancestral. Le tapis de Cachan est teint entièrement avec des pigments d'origine végétale, comme la coquille de noix, la garance ou la feuille de vigne. La teinture végétale, ça peut tenir 1000 ans. Ça ne se décolore pas au soleil. Et plus on va marcher sur le tapis, plus on va faire ressortir la couleur. La teinte va se bonifier avec le temps et la couleur va se révéler peu à peu, comme une fleur qui s'épanouit. Malgré tout le soin apporté à l'ouvrage, les ventes de tapis persans ont du mal à décoller. Et dans le quartier du bazar réservé aux marchands de tapis, le moral des commerçants file un mauvais coton. Avant, le commerce du tapis était quelque chose de très rentable. Mais maintenant, il faut plutôt le voir comme une activité artistique. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de tapis industriels. Et ça nuit au véritable tapis fait à la main. Élevé au rang d'œuvre d'art, le tapis persan déroule à nos pieds toute la richesse d'un artisanat d'exception.
voilà Pega. Hello Pega. Hello. Comment vas-tu? Hey, ça va? On se fait une bise. Ravie de te rencontrer. Je suis contente de te voir. Bienvenue. Tu prends un petit café avant de prendre la route? Hey, c'est une de mes collègues guides. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue en Iran. Is she a good driver? Et elle conduit bien, et c'est la meilleure des guides. Elle est meilleure que moi. Ah, super, merci. Ok, je reste avec elle alors. Vous pouvez avoir 100% confiance. Merci. Passez une bonne journée. Bye. Là, je suis très contente parce que je t'emmène chez moi à Yazd. Alors comment c'est né ton envie d'être guide, chauffeur? Vous devez pas être très nombreuses, non, en Iran? Mon père et ma mère m'ont toujours dit qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Ils m'ont dit, tu dois être courageuse et vraiment faire les choses comme tu le veux. Et mon mari m'a toujours beaucoup soutenue aussi. Et quand j'ai dit que je voulais être guide touristique, ils m'ont tous soutenue à 100%. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ton travail, Pega? La plupart des femmes célibataires qui voyagent veulent partager leur voyage en compagnie d'une femme. Entre autres, pour mieux comprendre le mode de vie des femmes iraniennes, parce que souvent c'est assez mystérieux pour elles. Et c'est vraiment incroyable, j'aime beaucoup ces moments. Ça, c'est une de mes chansons préférées, c'est un groupe iranien. Ça parle de quoi? Surtout d'amour. Tu sais faire ça? Non, comment tu fais? Attends, je dois tenir le volant. Tiens le volant quand même. Non, en dessous. Voilà. Ouais, bah moi ça marche pas du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Moi je fais comme ça, moi. T'as déjà ça? C'est pas mal aussi. Ma mère cuisine pour nous. Hello. Salam, bonjour madame. Oh, écoutez. Quel accueil. Bonjour madame. Bonjour maman. Bonjour ma fille, ça va? Oui, et toi? Sophie, je te présente ma maman. Elle s'appelle Azar. Et voici Sophie qui vient de France. Azar. Ça veut dire feu. Ok. Donc vous avez un tempérament de feu. Nous voilà donc dans la maison où mon mari et moi vivons. On collectionne des souvenirs du monde entier parce que, comme toi, nous voyageons tout le temps. Maintenant qu'on est à l'intérieur, est-ce que c'est gênant si j'enlève mon foulard ou pas? Bien sûr, tu peux l'enlever. Nous sommes à l'intérieur de la maison. Merci. Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que vous avez préparé? Ça, c'est un plat iranien à base d'aubergines et de tomates. D'accord. Et là? Ça, c'est une viande marinée dans un jus de grenade et des noix pilées. Chez nous, on dit que quand on aime notre invité, le repas est meilleur. Ah, je suis sûre que ça va être délicieux. Et voilà. Ah, salam. La famille s'est agrandie. Ma grande sœur, Marbo. Enchantée. Okay, nice to meet you too. Et ma petite sœur, Saba. Bonjour, bienvenue. Salam. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Tout est très appétissant. Bon appétit. Bon appétit. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, les filles? Déjà, je suis l'aînée. Je suis guide touristique et j'ai aussi un petit magasin de bijoux dans le bazar. Et toi, ça va, tu es étudiante? Tu sais ce qu'elle voulait faire dans la vie quand elle était petite? Non, c'est, tell me. Camionneuse. Oui, c'est vrai. Heureusement, maintenant, je suis étudiante en stylisme. Ah ouais, c'est complètement différent. Peut-être que ce métier t'ira mieux quand même. Oui.
D'ici, tu vas comprendre pourquoi on appelle aussi Yazd la ville des attrape-vents. Toutes ces tours que tu vois dépasser sont les fameuses attrape-vents, avec leurs espaces d'ouverture. Quand le vent arrive de cette direction, il bute contre le mur intérieur et il descend dans la maison. Et comme l'air frais est plus lourd que l'air chaud, naturellement, il le chasse. Toute la maison est continuellement rafraîchie. Nous sommes dans le centre-ville et il sera bientôt inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Ça, c'est pour les hommes et ça, c'est pour les femmes. Ah bon, pourquoi il y a une différence aussi entre les hommes et les femmes quand on frappe à la porte? Imagine qu'un homme arrive à l'improviste. Il doit frapper avec celui-ci. Comme ça, si la fille à l'intérieur n'a pas son voile, elle sait qu'elle doit se couvrir les cheveux. Mais si c'est une femme qui frappe, elle se dira « Ok, c'est bon, c'est une fille ». Mais parfois, il y a de mauvais garçons qui aimeraient bien voir leur amoureuse seule à la maison. Alors ils frappent comme s'ils étaient une femme et leur petite amie arrive, les cheveux dévoilés. Mais c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre. Bravo, bravo, mesdemoiselles. On a un concert la semaine prochaine, alors on répète ici tout ensemble. Ok, alors pour une fille, c'est facile de chanter et de jouer de la musique ici en Iran? En Iran, une femme ne peut se produire sur scène que si elle accompagne un chanteur, que ce soit dans la musique pop comme dans la musique traditionnelle. Si elle veut se produire seule, ça ne peut être qu'avec des musiciennes et uniquement devant un public de femmes. Qu'est-ce que vous ressentez, les filles, lorsque vous chantez et lorsque vous jouez de la musique tout ensemble? On se sent super bien. C'est génial. On ne chante pas pour les hommes ou pour la religion. On chante juste pour nous-mêmes et ça fait du bien. Sophie, on est à l'université d'art de Yazd, où ma petite sœur Saba fait ses études de mode. C'est une des rares universités où il y a des garçons et des filles. Hello. Ah, Sophie, comment ça va? Comment vas-tu? How are you? Alors, je vois que vous travaillez sur les formes féminines. Ici, en Iran, c'est quoi la taille idéale? En Iran, les femmes aiment bien les tailles 38-40. Et quand dans la rue, on voit une fille toute maigre, comme dans les défilés de mode, les gens se disent qu'elle n'a pas de quoi se payer à manger. On préfère les corps avec plus de forme. Il faut des poignées d'amour. Voilà, il doit y avoir suffisamment de poignées d'amour à toucher. C'est bien, vous aimez les femmes qui ont des formes ici, c'est très bien. Et comment tu vois ton avenir alors toi, Saba? Tu rêves de quoi? Je sais que les touristes ont souvent du mal à respecter notre mode vestimentaire et qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent porter ou non. J'aimerais donc créer une ligne de vêtements pour qu'ils se sentent à l'aise tout en respectant les règles. Ouais, c'est très cintré et très court, hein? Oui, pas de problème.
C'est une tenue pour les mariages, les fêtes, mais pour l'intérieur. Ça, on garde à l'intérieur. D'accord. Ah voilà. Tenez, ça c'est votre taille. Ok, parfait. Oh, je n'aime pas. Honnêtement, c'est pas mon style. Non, ce n'est pas votre taille. Essayez ça. Ah, ça te va très bien. Et ça va parfaitement avec ton pantalon. Je vais te montrer une autre manière de mettre ton foulard. Et voilà. Ah bah voilà. C'est parfait ça. C'est comme ça que j'aurais dû le porter depuis le début. Très bien. Merci les filles, merci beaucoup. En tout cas, je voulais te dire un grand merci, ma chère Pega. J'ai passé vraiment des moments exceptionnels avec toi. C'était un plaisir et j'espère te revoir vite en Iran et que tu seras notre ambassadeur dans ton pays. En Iran, on ne plaisante pas avec la façon de s'habiller, car la loi impose à tous une tenue correcte au regard de la religion. La règle vestimentaire s'applique de manière particulièrement stricte dans la ville de Qom, l'un des endroits les plus religieux du pays. Les pèlerins viennent par milliers pour se recueillir dans ce lieu sacré de l'islam chiite. Le tchador est de rigueur et on croise de nombreux mollahs, ces religieux iraniens reconnaissables à leur turban et à leur long manteau. Ici, nous appliquons le concept du hijab. C'est la règle vestimentaire de l'islam, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes et qui vise à protéger la pudeur des gens. Le manteau que nous portons s'inspire du vêtement du prophète. Il a peu évolué. Maintenant, il y a des poches et des boutons, mais ça reste un manteau couvrant, comme celui que portait le prophète. La ville de Qom est un peu la Mecque de la tenue islamique. Et on y trouve les meilleurs tailleurs spécialisés dans cette ligne de vêtements bien sages. Dans cette boutique, on a rhabillé les grands ayatollahs du pays, jusqu'au plus célèbre d'entre eux, l'imam Khomeini. Là, c'est Monsieur Ratami, l'ancien président, qui est venu dans notre magasin. Là, c'est le guide suprême de la Révolution qui s'habille chez nous depuis très longtemps. Et l'imam Khomeini nous a commandé seulement 2 manteaux en 10 ans. Ne renouvelez pas souvent sa garde-robe. Les jeunes et les personnes chics choisissent des manteaux aux couleurs claires. Cette année, c'est le bleu qui est à la mode, car c'est la couleur que porte le président Rouhani, comme celui-ci. Voilà, c'est la mode de cette année. Pourtant, dans les quartiers chics de Téhéran, la jeunesse dorée a une façon bien différente d'interpréter les règles vestimentaires. Dans cette frange de la population, le voile islamique est détourné en accessoire de mode par des jeunes filles qui ont les yeux tournés vers le modèle occidental et qui fréquentent des centres commerciaux luxueux comme celui-ci. Les signes religieux y sont réduits à leur minimum. En fonction de l'endroit où l'on se trouve, il y a plus ou moins de tolérance. Et on peut se permettre de relâcher un peu le voile et de montrer nos cheveux. Par contre, aucune partie du corps ne doit être dénudée, excepté les pieds, les mains et le visage. Ces règles existent depuis la révolution islamique il y a 38 ans. Donc toute notre vie, nous avons vécu sous cette loi. Mais les choses sont en train de s'assouplir, car le gouvernement a peur que des règles trop strictes puissent créer un rejet de la religion chez les jeunes. Du coup, il y a un peu plus de flexibilité. Malgré les contraintes, les Iraniens les plus libéraux parviennent donc à distiller un brin de créativité dans leur manière de s'habiller. Et dans son atelier, ce styliste a même décidé de revisiter à sa manière le tchador, ce sacro-saint vêtement emblématique de l'Iran des mollahs. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait très gothique.
J'ai mis une fermeture éclair. C'est plus moderne. C'est génial. C'est super pour l'été. Il y a même une poche. Il n'y a pas de limite à la créativité. On peut être créatif quel que soit le pays dans lequel on exerce. Bien sûr, il y a des restrictions, mais ça a quelque chose de stimulant. C'est un challenge. Ça nous oblige à bien réfléchir à nos créations. Et c'est ce défi qui me plaît. Depuis 40 années de régime islamique, les Iraniens ont développé une certaine habileté à contourner les règles et à s'octroyer un minimum de liberté vestimentaire. Salut Alice. Salut Sophie. On va se faire une petite bise à la française toutes les deux. Avec plaisir. C'est une petite parisienne que je retrouve là. Oui, 100%. Alors on a un comité d'accueil là. Hein, on a des oiseaux qui sont très en forme dans ce magnifique parc du Palais Golestan. C'est un très bel endroit hein, pour un rendez-vous ici à Téhéran. Le palais tel que tu le vois actuellement a été construit à la fin du 19e siècle, autour de 1865. Et il est tellement beau qu'il a été inscrit à l'UNESCO en 2013. Alors j'imagine que les artistes, les artisans, les architectes iraniens sont venus ici pour s'inspirer de cet art persan qui est si riche et si florissant. Oui, bien sûr, parce que ce que tu vois ici, ces carreaux de céramique peints sont de très beaux exemples de l'art sous l'époque Qajar. Tu vois tous ces bleus, je suppose que tu as dû en voir beaucoup parce que c'est la signature persane. Hein. Mais c'est vraiment la couleur de mon voyage, ce bleu. Les turquoises, le bleu lapis lazuli. Donc évidemment, ça inspire les artistes depuis longtemps. Je pense qu'ils viennent ici autant pour apprendre que simplement pour le plaisir des yeux. Exactement. Alors ton amour pour l'ancienne Perse t'a aussi amené à tomber amoureuse d'un Iranien, c'est ça? Et oui, comme quoi, ça doit être un karma, je ne sais pas. Tu étais faite pour vivre ici, toi, parce que c'est ça, hein. Maintenant tu vis ici avec ton mari. Exactement, on avait une petite vie bien tranquille à Paris et on a fait le choix de s'installer ici il y a 1 an et demi. D'accord. Mais figure-toi, ça a à voir avec la pâtisserie. Ah oui, ça c'est original. Bonjour. Ça y est, enfin je rencontre ton homme. Ah bah voilà, donc Sophie Berrang. Vous avez parlé de moi. Exactement, t'avais les oreilles qui sifflent. Hein. Alors, ici, 3, c'est 3. Voilà, exactement. Voilà. 3. Parfois 2, parfois 3, mais jamais 4. Et nous, qu'est-ce que tu veux qu'on prépare alors ensemble? Alors nous, on va déjà se mettre en condition, on va se laver les mains, enlever les manteaux et on va faire la pâte à choux. Donc, on va fourrer de crème à la pistache. Parfait. Moi, je vais m'occuper des pistaches. Alors, qui a eu l'idée de vous deux de s'installer ici en Iran pour faire de la pâtisserie française? Alors, c'est compliqué. C'est vrai, c'est une longue histoire. Voilà. Oui. C'est toi, Véran, je te ou laisse pas raconter. Quelque part, ni l'un ni l'autre. Ah bon oui, puisqu'on nous l'a suggéré. C'était à l'occasion des 1 an de notre petite fille Daria et Alice, qui faisait déjà de la pâtisserie depuis longtemps, mais voilà, en amateur.
s'est lancé voilà, dans un gâteau à 2 étages. Et du coup, ça a impressionné pas mal de gens. Et on nous a dit, mais pourquoi vous ne ferez pas une pâtisserie française en Iran? Et puis après, on y a réfléchi et on s'est dit, mais pourquoi pas, voilà. Et on s'est lancé dans l'aventure. Et donc, quand on a eu ce projet, en fait, de venir en Iran, je suis allée me former chez Le Nôtre, en me disant, autant taper... dans une belle maison. Voilà, dans une belle maison, parmi les meilleurs, les plus connus. Et c'est vrai qu'en Iran, on s'est dit, il y a tout à faire. Et c'est ça qui nous a motivés aussi, puisque la pâtisserie traditionnelle iranienne est très différente. Et je pense que les gens ici sont assez réceptifs, sont assez gourmands. Et donc, on s'est dit, voilà, on se lance et c'est vraiment enthousiasmant d'apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est toi qui as pris les cours chez Le Nôtre et maintenant c'est toi qui donnes les cours à ton mari, c'est ça? Voilà, exactement. Je ne pouvais pas rester la seule. Je crois qu'en cuisine, c'est Alice le chef. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je ne peux pas le dire trop fort, elles sont susceptibles. C'est fondant, c'est croquant, c'est craquant. C'est très très bon. Voilà. Ils en sont où nos choux? Faut savoir être patient en pâtisserie, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu les as pas goûtés toi encore? Non, bah oui, je comprends. Oh là là. Alors j'espère que vous avez un petit creux. Bah bien sûr. Hein, c'est moi qui goûte. Vas-y. Non mais c'est délicieux. Ah ouais, c'est très très fin, c'est très bon. Comme ils disent ici, Nouchedjoun. Nouchedjoun? Nouchedjoun. Nouchedjoun. Ceci dit, c'est pas pour nous, c'est pour une livraison. Donc maintenant, je te propose de rejoindre l'ambassade de France. Parfait. On y va tous ensemble? C'est parti. Tu viens avec nous, chouchou? Allez, en route. Alors, tu as dû remarquer, Sophie, là, tu vois un mur peint. Et c'est assez varié, c'est-à-dire qu'on a des choses parfois très modernes, des trompe-l'œil, on croirait prendre un tunnel, et puis aussi parfois des peintures plutôt sur des thèmes religieux, ou alors des portraits de martyrs de la guerre Iran-Irak. Et donc tout ça, tu en verras partout dans la ville, que ce soit au nord, au sud. Il y a beaucoup d'art dans la rue. Alors tu sais, je suis très contente que ce soit toi qui conduises, Bérang. Parce que alors, la conduite à Téhéran, c'est quand même quelque chose, hein? Oui, hein? C'est assez sportif. Là, si je me retrouvais toute seule à conduire une voiture dans Téhéran, je serais paniquée. Je t'avouerai que moi, je ne m'y suis pas risquée encore. Et pourtant, j'adore conduire. Mais oui, mais moi aussi, moi, je le sens pas du tout. Bonjour, bienvenue. Sophie, enchantée. Gabriel. On vient pour la livraison des gâteaux. Parfait, très bien. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, très bien. Bonjour. Vas-y, c'est toi qui. Allez, bonjour. Qui livre. Bonjour Gabriel. Ça va? Oui, très bien. On pose ça en cuisine? Oui, comme d'habitude. C'est magnifique ce salon. Hein. Bonjour Ibrahim, ça va? La livraison? Bonjour Ibrahim. Alors, voilà les boîtes de Nowruz. J'ai des amaretti, des petits chocolats pistaches et des sablés diamants. Parfait, je vais goûter ça. J'ai l'impression qu'il y a des gourmands, non, à l'ambassade de France? On est très gourmands. très gourmands. Moi, je vais prendre celui-ci avec notre coco. C'est mon préféré, en fait. Du coup, vous avez un petit peu de France, là, dans cette boîte, avec des saveurs iraniennes, c'est voilà. Ce que vous cherchez? Voilà. Bon, on a entamé cette boîte. Je la mets de côté, vous saluerez monsieur l'ambassadeur de ma part. Hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. L'arrivée du printemps est une période très importante pour les Iraniens. C'est à cette date que l'on fête la nouvelle année du calendrier persan, un événement nommé Nowruz, qui s'accompagne de nombreuses festivités pendant plusieurs semaines. Ce soir-là, partout dans le pays, de grands feux de joie illuminent la nuit. C'est la seule fois de l'année que les Iraniens ont le droit de faire la fête.
Ce soir, c'est une fête qu'on appelle Charchambé Suri. C'est le dernier mercredi de l'année et on la célèbre depuis des millénaires dans le pays. On saute au-dessus du feu car on prétend que les flammes peuvent nous purifier. Le feu retire le mal et nous donne la pureté. Et on met aussi de la musique pour danser et s'amuser. J'ai dansé et après j'ai sauté au-dessus du feu avec mon papa. J'ai eu un peu peur au début, mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'était rigolo. De nombreuses cérémonies comme celle-ci ont lieu à la période du Nouvel An. Et elles sont toutes liées à d'antiques croyances qui remontent au plus profond des âges. Bien avant l'arrivée de l'islam, le peuple perse croyait en une ancienne religion, le zoroastrisme, du nom de son fondateur, Zarathustra. Aujourd'hui, il n'existe plus que 30 000 adeptes, une infime minorité, qui continuent de pratiquer le culte dans les temples du feu. Les prêtres zoroastriens y entretiennent un feu sacré dont les flammes ne doivent jamais s'éteindre. Pour nous, le feu possède une symbolique très forte, car autrefois les gens avaient besoin du feu pour se chauffer, pour s'éclairer et se nourrir. Alors ils venaient au temple pour prendre le feu et le ramener chez eux. Nous croyons aussi que le Nouvel An, Nowruz, symbolise la renaissance de la nature. Et à cette période, les esprits des morts reviennent dans leur famille. Vieille de plusieurs millénaires, la tradition de Nowruz a survécu dans la société actuelle et tous les Iraniens célèbrent la nouvelle année le 20 mars, au premier jour du printemps. C'est aussi à cette période que se produit en Iran un phénomène étrange. C'est la grande invasion annuelle des poissons rouges. Et comme tout le monde, Myriam, une mère de famille de Téhéran, va rapporter chez elle quelques spécimens. Salut. Dorna, viens voir les petits poissons. Coucou, coucou les petits poissons. Je vais les mettre dans leur bocal. Vous savez ce que ça représente, les poissons? C'est le symbole de la vie et de la renaissance. Tu veux prendre les fruits? On va installer la table. Pour Nowruz, les Iraniens déposent sur une table plusieurs objets symboliques qui commencent tous par la lettre S. On l'appelle la table des Haftsin. Toutes les familles iraniennes installent une table comme celle-ci. Car tout le monde pense que ces objets pourront nous apporter la joie et la prospérité pour la nouvelle année. Donne-moi ton assiette, je vais te servir. Je veux des oignons. Alors? Vous partez pour les vacances? Oui, au bord de la mer. La période de Nowruz dure 3 semaines, pendant lesquelles le pays tourne au ralenti, car personne ne va travailler. C'est un moment de l'année entièrement consacré à la famille. Les vacances de Nowruz sont les vacances préférées des enfants et des parents aussi, car ce sont des vacances assez longues, on en profite pour visiter la famille et partir à la campagne. Pour Nowruz, les parents donnent des étrennes aux enfants et ça nous fait très plaisir. On reçoit de l'argent ou alors des cadeaux, toujours des choses qu'on aime. Cette tradition perdure depuis près de 3000 ans. Nous leur souhaitons une nouvelle année heureuse et qu'ils se sentent comme des poissons dans l'eau.
Salut Mona! Salut! Comment vas-tu? Hey! C'était malade. C'était un truc de malade? Je suis très heureuse de te retrouver ici, sur les pistes de ski iraniennes, parce que oui, on fait du ski en Iran. Oui, et je suis ravie de te faire découvrir ces montagnes. C'est mon chez-moi ici. Alors je vais essayer de te suivre, ce qui va pas être facile à mon avis, hein, parce que tu vas très très vite. C'est ce que j'aime. Ok. J'adore foncer. Je vais faire de mon mieux, mais je suis ravie d'être avec toi en tout cas. Top là! Top là! Attends-moi, Mona, tu vas trop vite! Vas-y, chochotte! T'as dit chochotte? T'as dit que j'étais une chochotte, c'est ça? Tu vas voir! Alors là, on a profité d'une petite pause là sur le télésiège. Ça permet d'admirer ce domaine skiable qui est absolument incroyable. Parle-moi un peu de ces belles montagnes que vous avez en Iran. Tu sais, c'est assez marrant que tu dises ça, parce que la majorité des Occidentaux et des gens du monde entier que je suis amenée à rencontrer, quand ils s'aperçoivent que je suis iranienne, ils sont très surpris. Ils me disent « Tu as de la neige? Tu as des montagnes? Où est-ce que tu t'entraînes ?» Je m'entraîne à 1 heure de Téhéran, car nous avons des montagnes de 4000 mètres d'altitude. Mec, 4000! Mec, j'ai 4000! C'est haut, 4000 mètres d'altitude. Et la qualité de la neige est très bonne. C'est vraiment une de mes stations préférées. C'est une toute petite station avec un seul télésiège, mais il y a des couloirs de dingue et de super belles pentes. Tu peux facilement rider, les possibilités sont infinies. Et là, pas besoin de foulard, hein. Le bonnet fait l'affaire. On oublie là le foulard et le voile. Hein. Oui. Heureusement, la tenue de snowboard est une tenue internationale. Allez, on va prendre un petit café. Là, on sent vraiment, Mona, que tu es dans ton élément ici. Tu fais aussi de la compétition? Alors, je suis allée en Suisse l'année dernière. Et première compétition, premier podium. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais étonnée et heureuse. J'étais 3e, mais c'était déjà bien, j'étais sur le podium. J'ai franchi une étape. Et tu as un peu l'impression d'être une ambassadrice de ton sport au féminin? J'aimerais vraiment être une sorte de modèle pour les femmes de mon pays, en leur montrant qu'elles peuvent suivre leurs rêves. Ne laisser personne les briser. Bon, Sophie, c'est parti. C'est parti où? C'est parti, j'aimerais rider, c'est belle neige. Bah oui, c'est vrai que cette démange, je le sens bien. Hein. C'est magnifique, quoi. On se retrouve à Téhéran ce soir? Ce soir? Ouais, avec plaisir. Avec mes amis? Ouais. Manger? Allez, ça on va manger avec tes amis. Oh, c'est super. C'est super. Allez, va skier, ma belle. Ouais. File. À toutes. À toutes. À plus. Elle est géniale, cette fille.
Allez, après l'effort, le réconfort. Santé, les filles. Cheers. Alors là, on est à Téhéran pour boire un verre entre copines. C'est quand même incroyable de s'imaginer qu'à 2 heures de route, il y a les pistes magnifiques sur lesquelles on était. Mes montagnes. Nos montagnes. Et toi, Maral, tu es un peu comme Mona, le sport a une part très importante dans ta vie? Ouais, exactement. Je ne peux pas vivre sans. Je suis une joueuse de hockey professionnelle. Le hockey est mon sport de prédilection. Je joue dans l'équipe nationale d'Iran. Je suis totalement accro à mon sport. Et ça vous arrive des fois d'avoir des réactions un peu bizarres, des questions un peu incongrues sur votre pratique du sport ou pas? Une fois, un de mes amis, et c'est encore plus blessant quand ça vient d'un ami, il m'a dit « Mona, je trouve que tu devrais commencer à chercher un nouveau métier et utiliser ton cerveau et pas seulement ton corps. » Non mais sérieusement? Trop bizarre. Trop bizarre. Merci beaucoup les filles, et surtout, ne changez rien, vous êtes des filles super. Merci à toi. Comme Mona, les femmes de Téhéran sont nombreuses à avoir choisi le sport comme mode de vie. Je m'appelle Elan et je fais du skate à Téhéran. Moi, c'est Malié et je pratique les arts martiaux mixtes. Bonjour, je m'appelle Noura et je suis championne iranienne de motocross. Chacune dans leur discipline, ces 3 sportives sont aussi de farouches combattantes pour le droit des femmes en Iran. Noura est une adepte du motocross depuis son enfance. C'est son père qui lui a transmis cette passion. Mais en tant que femme, elle a dû batailler ferme pour réussir à s'imposer dans cet environnement masculin. Il y a parfois d'autres filles qui viennent ici. Quand c'est possible, on essaye de rouler tout ensemble. C'est plus sympa. Je me rappelle au début, quand j'allais sur la piste, il y a des garçons qui s'en allaient parce qu'ils ne voulaient pas rouler à côté d'une fille. Ou alors, peut-être qu'ils avaient peur de perdre contre moi. C'est super excitant comme sport. C'est plein d'adrénaline. Mais l'autre raison qui me motive à piloter, c'est pour les femmes. Pour montrer à tous que les femmes aussi peuvent y arriver. Grâce à sa persévérance, Noura a réussi à convaincre les autorités et les femmes peuvent désormais participer aux compétitions de motocross. En revanche, conduire une moto en ville leur est encore formellement interdit. Le chemin semble encore bien long pour faire avancer le droit des femmes au pays des Mollahs. Je crois que les femmes devraient avoir exactement les mêmes droits que les hommes. C'est quelque chose qui serait bénéfique à l'ensemble de la société. Tout le monde devrait avoir le droit de sortir de chez soi et de faire du sport. Les femmes représentent quand même la moitié de la population et ce n'est pas bon de forcer la moitié de tout un pays à rester à la maison. En Iran, elles sont de plus en plus nombreuses à se battre pour l'égalité homme-femme. Dans une société largement soumise à la rigueur religieuse, la jeune génération essaye tant bien que mal de faire bouger les choses. Scène encore impensable il y a quelques années, les jeunes de Téhéran pratiquent le skateboard, garçons et filles mélangés, en écoutant de la musique américaine. J'aime le skate parce que c'est marrant. Ça t'oblige à recommencer encore et encore. Quand tu tombes, tu dois te relever, quoi qu'il arrive. Et c'est pareil dans la vie, quand tu affrontes des difficultés. Reste bien fléchi sur ta jambe arrière.
En côtoyant des garçons, les jeunes skateuses de Téhéran enfreignent frontalement une règle fondamentale de la loi iranienne, qui s'inspire de la charia et proscrit toute forme de mixité. Pourtant, Elam et son groupe d'amis n'hésitent pas à s'afficher en plein centre-ville, provoquant des réactions contrastées chez les passants. C'est sympa, moi je trouve ça chouette de voir ça. Aujourd'hui, les garçons et les filles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ils en profitent. Moi de mon temps, c'était pas possible. Est-ce que sa mère est au courant? Elle vous a autorisé à être ensemble? Madame, excusez-moi. Moi, j'ai 25 ans. Je suis majeure. J'ai pas besoin de l'autorisation de ma mère. Non, mais là, ça ne va pas. Les garçons et les filles, vous êtes beaucoup trop rapprochés. Mais on n'est pas collés. On fait juste du sport. On n'est pas en train de se faire un câlin. Les garçons et les filles qui se mélangent, c'est pas bien du tout. C'est contraire à l'islam et c'est contraire à notre République. Personne ne devrait se comporter de la sorte. Ce sont des opposants. Ils font ça pour déstabiliser la société. Elles sont trop vieilles. Elles ne comprennent rien du tout au skateboard. Mais c'est pas grave. On leur dit au revoir et on ne les écoute pas, c'est tout. En Iran, une femme qui choisit de faire du sport s'expose à des critiques parfois virulentes. Malieh Mardi en a fait l'expérience elle aussi. Cette jeune femme a cassé tous les codes en choisissant la discipline la plus virile qui soit, le MMA, un sport de combat où presque tous les coups sont permis. La discipline est tellement violente que l'Iran et même la France en ont interdit les combats sur leur territoire. En Iran, dans les arts martiaux, on avait besoin d'une pionnière, de quelqu'un qui fasse tomber les barrières. Et moi, j'ai choisi d'endosser ce rôle. Quand j'ai commencé, j'étais très jeune. La première personne que j'ai dû convaincre, ça a été mon père. Et par la suite, j'ai dû convaincre de plus en plus de personnes pour avoir le droit de pratiquer à haut niveau. Hey, bonjour, ça va? Ouais, très bien. Ah, super, merci. Je peux prendre une photo avec vous? Ouais. Malieh est devenue une célébrité dans le pays. Elle est un modèle de combativité pour des milliers d'Iraniens. Aujourd'hui, elle retrouve son entraîneur pour débriefer son dernier combat qu'elle est partie disputer en Chine. Mon adversaire faisait 6 kilos de plus que moi. Elle n'était pas du tout dans ma catégorie. C'était difficile, j'ai gagné quand même. Tu es trop lente quand tu enchaînes droite-gauche. Travaille plus avec ta gauche et tu les rentres dedans. Malieh a beau être célèbre, elle n'a ni fédération ni aucun sponsor pour la soutenir. Seul cet ancien karatéka a accepté de l'entraîner. On a vraiment besoin que le gouvernement iranien soutienne ces sportives. Sinon, leur progression sera très limitée. Je pense que Malieh est un exemple à suivre pour les autres femmes qui pourraient s'inspirer de son expérience. Depuis que j'ai remporté des victoires, j'ai de nombreux fans qui me soutiennent, surtout des filles. Et j'ai envie de leur ouvrir la voie. Je me dis que j'ai une responsabilité. Je me bats pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres. En Iran, les sportives comme Malieh sont devenues des modèles pour une partie de la société. Car elles osent s'attaquer aux lois liberticides qui oppriment encore les Iraniennes.
Sophie. Bonjour, Sophie. Comment ça va? Oui. Quand Sophie rencontre Sophie. Enchantée, ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, ça va? Très bien. Ça a été le voyage? Parfait. Ah, d'accord. Alors viens, Sophie, je te montre la maison. Ici, on appelle Hosrone. Hosrone, ça veut dire le salon d'été. C'est un véritable palais chez toi. Oui, mais enfin, n'exagérons pas. C'est super. Mais c'est toi qui as fait tout ça? Ça veut dire la restauration, oui. Mon intention était de sauver une maison en ruine. Et si tu veux, on continue. On continue la visite? On continue. Voilà, ça c'est la cour principale. Et cette partie de la maison est safavite, ça veut dire à plus de 400 ans. Mais qui vivait dans ce genre de maison? C'est vraiment des grandes familles? Oui, cette maison, c'est une partie d'une grande maison et appartenait à un marchand de tissus. Parce que Ispahan, où on se trouve, était vraiment une ville très commerçante une ville-étape sur la route de la soie. Oui, très commerçante. Et le minaret qui est derrière nous, c'est le phare de la route de soie. D'accord. J'ai très envie de la découvrir avec toi, cette ville. Oui. Sophie, ton prénom, ça veut dire quelque chose en particulier? C'est la même chose que ton nom, La Sophie. sagesse. C'est la sagesse. Donc deux sages vont aller se balader dans les rues d'Ispahan. Comment il s'organise ce bazar? C'est un peu une ville dans la ville, non? Oui, c'est vraiment très vivant. Et chaque petite rue a sa spécialité. Ça veut dire qu'il y a une rue seulement pour les tissus, et dans une autre, c'est les bijoutiers, dans une autre, il y a les marchands de chaussures ou les épiciers. Et c'est des générations, par exemple, peut-être leur grand-père a eu cette boutique et ils continuent, deuxième génération, troisième génération. Alors là, on voit vraiment que ce sont les habitants d'Ispahan qui viennent vraiment faire ici leurs courses. On est très loin d'un lieu touristique. Oui, ici, c'est parce que le prix est moins cher que dans les grands magasins et c'est plus facile de trouver ce qu'on cherche. On les appelle comment, les habitants d'Ispahan? Les Esfahani. Ouais. Ça commence à sentir bon par ici. Ça, c'est la partie des épices. Je crois que je vais trouver mon bonheur, là. Oui, ici, c'est mon épicier habituel. Et tu en trouves tous les épices, les cannes. J'ai envie de tout acheter. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez du safran, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui. Tenez, voilà le safran de Machad. Ça, c'est de la bonne qualité? Oui, c'est la meilleure. Et quel est le prix, là, de ces 4 grammes? C'est 27 000 toman. Ça veut dire 6 € quelque chose. Pas cher du tout. Je vais en acheter plusieurs. Je vais vous en prendre d'autres, monsieur. Tu m'emmènes dans les coulisses du bazar, hein? Oui, il y a des... Voilà, je t'en prie. Alors, qu'il travaille avec des dessins sur les mailles. Et c'est très beau. Très beau et très précis. Oh là là. Et à quand on remonte cette tradition? Quelle est l'histoire de ce savoir-faire? Cette technique artisanale remonte à plus de 1400 ans et en fait, c'est le travail du cuivre. Avant d'être émaillé, c'est comme ce que tu vois là. On pose une couche d'émail blanche à base de kaolin pour obtenir cette couleur.
et on le met 3 fois au four pour fixer. Dans tout ce qu'on dessine, il y a un cercle. C'est très important cette notion de cercle dans l'architecture islamique. Cela symbolise le monde et le chemin de la vie qui nous amène à Dieu. On pourrait les admirer, les regarder des heures et découvrir à chaque fois des motifs différents. Si tu veux, tu peux essayer de faire un dessin pour comprendre la technique. Bon, je vais essayer, j'essaye. Je suis pas sûre d'y arriver. Je pense que je vais avoir la main qui tremble, moi. Viens près de moi. T'as déjà essayé, toi, Sophie? Non, jamais. Tu dois peindre dans la partie blanche. Je pense que c'est au moment de poser le pinceau que ça ira moins bien. Oh punaise, ça y est, ça tremble. Travailler avec ces couleurs, c'est assez difficile. Je te confirme. Pour l'instant, je n'ai pas du tout posé de couleur, hein, Sophie. C'est pas du tout, ça va pas du tout pour l'instant. Je te le dis. Et j'ai déjà dépassé. Hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, tu peux le dire. Hein. Il va te falloir de l'entraînement. Voilà, c'est ça. L'Iran est l'un des pays les plus montagneux au monde. À l'ouest du pays, la chaîne des monts Zagros s'étire sur près de 2000 km et impose un climat aride aux populations de montagnards qui y vivent. À l'écart du monde moderne, les villageois y sont restés fidèles à un mode de vie simple et rustique. Comme la plupart d'entre eux, Omol Banin possède quelques animaux qui permettent d'assurer le quotidien de sa famille. Celui-là, il s'appelle Bahadur, c'est l'aîné. Ce sont les enfants de la famille qui choisissent un prénom à chaque animal. Ici, pour survivre, il faut savoir tout faire. De l'élevage, de l'agriculture. L'idée, c'est de faire le maximum de choses par soi-même. Tout produire de ses propres mains. C'est un mode de vie où l'on doit être autonome, comme autrefois. Taré est un petit village d'une trentaine d'habitants. C'est ici qu'Omol Banin est venu s'installer après son mariage. Elle y a découvert les coutumes locales. Aujourd'hui, les voisines sont venues l'aider à fabriquer le lavash. C'est le pain traditionnel en Iran, qu'elles doivent produire en quantité suffisante pour faire vivre toute la famille pendant un mois. Il faut bien étirer la pâte pour qu'elle soit bien fine. C'est la recette traditionnelle. Et les galettes sont très fines, car cela permet de les conserver plus longtemps. Dans ce village, il n'y a pas de boulangerie, ni aucun magasin. Alors, depuis toujours, chaque famille fabrique son propre pain. Dans ce petit village de montagne, le quotidien obéit à un rituel établi depuis des siècles, qui attribue une tâche à chaque membre de la communauté. Les travaux agricoles sont traditionnellement dévolus aux hommes. Ce verger appartient à un ami du village. Et moi, je suis venu l'aider pour élaguer les arbres. Les arbres fruitiers nous fournissent l'essentiel. On peut récolter des noix, des amandes et des abricots. Ici, le climat est sec et très froid. En hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 25. Alors il nous faut des arbres très résistants. Le village est situé à 2500 mètres d'altitude. Et la nuit, la température chute brutalement alors que tout le monde rentre chez soi. Chez Omol Banin, on a fini de cuire le pain.
et toute la famille se rassemble autour de la table traditionnelle. Une table où l'on mange allongé et les pieds bien au chaud. Ça s'appelle un korsi. C'est très répandu chez les montagnards en Iran. Aujourd'hui, ça fonctionne à l'électricité avec une ampoule chauffante sous la table. Mais avant, on mettait des braises et on recouvrait de cendres. Et on pouvait rester au chaud comme ça toute la nuit. On a conservé cette façon de faire parce que ça nous rapproche les uns des autres. On se sent une famille unie. Alors mon pain, vous le trouvez comment? Les galettes sont bien fines, non? Ah oui, la cuisson est parfaite, c'est bien tendre. C'est léger comme j'aime. Nous sommes très attachés à nos traditions, surtout notre génération. Avant, les villageois préféraient quitter la montagne pour partir travailler en ville. Et les traditions commençaient à se perdre. Mais maintenant, les gens de notre génération ont pris conscience que les coutumes sont très importantes. Alors nous, on reste au village pour les conserver. Dans les montagnes iraniennes, le quotidien est ainsi dicté par des traditions ancestrales qui constituent pour les villageois la recette d'une vie simple, mais d'une vie heureuse. Elle est impressionnante, hein, cette place, la place de l'imam. C'est probablement une des plus grandes places du monde. Elle doit faire quoi? Au moins 500 mètres de long, non? Oui. Ouais. Enfin, moi, je l'appelle la place de l'imam, mais elle ne s'est pas toujours appelée comme ça. Hein. Non, mais le vrai nom, c'est la place de Narshjahan. Et dans le temps aussi, c'était le centre de commerce de la ville. Et ce qui fait le charme du lieu, c'est vraiment le fait qu'on ait autour de nous des mosquées, un palais, des galeries, le bazar. Oui, oui, la grande mosquée, la mosquée de... Le vent enlève notre foulard. T'aimes voilà. te balader, toi, ici? T'aimes prendre le temps de te balader un petit peu ici? Plusieurs fois, je viens juste faire une promenade et m'asseoir et regarder les gens. Juste les gens vivants, c'est ça ton bonheur. Je suis vraiment très impressionnée par les dimensions de cette mosquée. Oui, c'est une des mosquées les plus grandes, le plus grand du pays. Et c'est vraiment, elle est très, très, très belle. Mais cette partie est en travaux. Ils sont en train de restaurer le dôme. Et ça dure très, très longtemps. Et c'est un travail très minutieux. Et c'est des grands maîtres qui le font. Je te présente M. Prakdel, c'est le maître de la restauration de la mosquée des Imams. Alors Soufi me disait que votre mosquée est en travaux. J'imagine que c'est un chantier sans fin. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit, non? C'est un travail très difficile, mais nous sommes fiers de poursuivre l'œuvre de Ali Akbar Espahani. C'est essentiel de préserver l'histoire et la culture. Ma mission est de conserver les œuvres de l'art iranien. Pour le moment, nos travaux se concentrent sur le dôme de la grande coupole. Il n'est plus tout jeune. Il a 425 ans. La neige, la pluie, les intempéries en général l'ont fortement abîmé, si bien que sa rénovation est devenue absolument nécessaire. Et je vous invite à venir dans notre atelier pour voir comment ça se passe. Très bien. C'est ici que ça se passe. Bonjour, salam. Bonjour, vous allez bien? Je vous présente mon fils. Il a terminé sa formation d'architecte et maintenant il m'aide dans ce grand projet.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous êtes en train de faire là exactement? Tout d'abord, nous avons dû reproduire la structure de la coupole sur ce dessin. Toutes les faïences ainsi que les mosaïques y sont schématisées, numérotées et délimitées par zone. Ce dessin, c'est une sorte de patron. On l'utilise pour ne pas confondre les pièces entre elles. Je vais mieux vous expliquer dans l'atelier juste derrière nous. Oui, on va regarder ça de plus près pour comprendre. Cet arc fait exactement 1/16e de la coupole principale. Le dessin sur cette tranche, c'est celui que vous avez vu là-bas, sur notre patron. Et comme ça, ce serait beaucoup trop lourd de coller cette énorme plaque directement sur le dôme. On la divise sous forme de petits blocs. Ah oui, après ça se présente en plaques comme ça, d'accord. Et c'est ce que tu vas assembler là-bas un peu comme un grand puzzle. C'est exactement ça, on assemble les morceaux comme un puzzle. Quand tu vois la taille du dôme, tout ce qu'il faut comme petite mosaïque. Alors là, on est dans une mosquée qui date du XVIIe siècle et vous êtes un peu en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Qu'est-ce que vous ressentez en imaginant que peut-être dans un siècle, les gens vont pouvoir encore admirer le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui? C'est un métier qui me vient de mon père et avant lui son père, et ainsi de suite sur plusieurs générations. Et donc, je remercie Dieu d'avoir grandi dans une famille d'artistes. Et maintenant, c'est ma responsabilité de transmettre ce savoir aux générations futures. C'est un honneur et une grande fierté. Merci à Dieu. Là, on est juste sous le dôme qui est en restauration. On se sent toute petite. Ah, il y a un écho. 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 C'est rigolo. Écho. C'est magnifique en tout cas. Hein. On est minuscule. Là, ça fait vraiment partie du patrimoine iranien. Hein. Oui, et ils sont des gens vraiment passionnés pour leur art et ils sont très très fiers de leur patrimoine et de le sauvegarder. C'est vraiment magnifique, oui, c'est impressionnant. L'eau de la rivière d'Ispahan ne coule plus malheureusement, mais ce magnifique pont, lui, est toujours là. Et c'est ici que nous allons nous quitter après ces belles échappées belles en Iran. Je suis très heureuse d'avoir pu inscrire les noms de Persépolis, Ispahan, Yazd ou encore Shiraz dans mes carnets de voyageuses. Les Iraniens et les Iraniennes ont vraiment à cœur de nous faire découvrir cette destination fascinante et l'hospitalité chez eux n'est vraiment pas un vain mot. Voilà, moi je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages.